You're listening to the Podcast Factory. Comme chaque année, nous sommes honorés de participer à l'événement Podcaston, qui est une mobilisation internationale des podcasteurs et podcasteristes qui vont choisir une association qu'ils vont mettre en avant dans leurs épisodes, même si le thème n'est pas lié. Et le but de mettre ces assos en avant, c'est de mettre en lumière leur mission, leur travail, leur utilité, les besoins auxquels ils répondent, et derrière de faire un appel aux dons. Ça, c'est l'objectif de cet événement. Et donc, la publication se fera entre le 14 et 20 mars 2026. Alors Olivier, tu as un rituel sacré dans les épisodes d'Entre nous, c'est le rituel de l'intention. Mais avant de parler d'intention, on va quand même présenter Sophie. Tu es notre invitée clé aujourd'hui. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais, Sophie? Tu peux te présenter brièvement? Je suis Sophie et pour l'instant, je suis professeure de mathématiques dans un collège à Cours-Saint-Étienne et je suis également massothérapeute et thérapeute corporelle. Et j'ai un projet Just Be Wow que l'on développe avec Olivier qui est en lien avec les adolescents et l'idée c'est de créer un espace d'accueil des ados, de leurs questions dans lequel ils peuvent se déposer, se rencontrer eux-mêmes et créer du lien et des relations respectueuses avec les autres. Olivier, est-ce qu'on doit te présenter? Sexologue, diplômé de l'Université de Bruxelles, passionné d'amour, passionné du bien-être et passionné des humains. Est-ce que je t'ai présenté correctement? Oui, merci. Je dirais que ce qui est particulier par rapport à ce podcast, c'est que Sophie et moi, on s'est rencontrés il y a juste 1 an sur un podcast, ici présent, ouais, le podcast sur l'intelligence artificielle. Et entre-temps, on a continué à travailler chaque semaine ensemble pour aboutir à des offres qu'on va présenter aujourd'hui pour les jeunes. Pour me présenter, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que je travaille avec la jeunesse en milieu scolaire depuis 7 ans. Et donc, c'est déjà une passion d'être en contact avec eux chaque semaine. J'ai encore eu 2 journées de travail à l'école cette semaine. J'adore ça. C'est vraiment fabuleux. Et en étant en contact avec eux, ça permet de voir où on va, ce qu'ils vivent et ce qu'on peut leur apporter. Alors, c'est un double anniversaire aujourd'hui. C'est un anniversaire d'une belle rencontre qui s'est faite ici il y a 1 an. Et je vois les sourires bananes de chacun. Les auditeurs ne voient pas, mais on les entendra dans les voix qui vont suivre. Et le deuxième anniversaire, c'est que je l'ai entendu off, micro. C'est aussi l'année où vous recevez un subside pour votre projet. On en parlera aussi tout à l'heure. D'abord, merci pour cette présentation. Alors, on va venir à cette fameuse question de l'intention. Olivier, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par toi. Quelle est ton intention dans cet épisode? Alors, mon intention, c'est justement de parler de cet accompagnement pour les jeunes qu'on a co-créé avec Sophie. Donc vraiment, c'est de présenter nos services, de permettre aux gens d'en parler, de diffuser le podcast, de le relayer, de s'y intéresser, de nous contacter aussi. Derrière le Lovell Center se cachent multiples activités, chers auditeurs et auditrices, et je vous invite à être curieux et aller sur le site du lovellcenter.org parce que vraiment, vous sous-estimez très certainement, même en les écoutant et même en étant fidèle, l'ampleur de tout ce que Olivier nous propose dans le bien-être et l'accompagnement des personnes. Sophie, je vais te demander la même chose. Quelle est ton intention à toi dans cet épisode? Eh bien, mon intention, c'est effectivement de pouvoir expliquer peut-être en profondeur tout ce qui nous anime, Olivier et moi, et tout ce qu'on souhaite développer avec les jeunes, tout ce qu'on a perçu comme besoin et à quoi on souhaite répondre et les outils qu'on met en place. Alors, j'ai entendu des mots-clés importants, Sophie, Olivier. D'ailleurs, si ça matche entre vous, c'est pas pour rien. Une C'est collaboration réussie. Je t'avais appelé pour le podcast sur Aéridia et tu m'avais dit « Viens 1 heure plus tôt, j'ai quelqu'un que tu dois absolument rencontrer. » Et effectivement, un match incroyable. On avait tellement de choses en commun qu'on ne pouvait pas ne pas travailler ensemble. J'appelle ça le radar de l'âme. Ouais. C'est Sophie qui veut expliquer. Pour notre projet Just Be Wow avec les adolescents, c'est en lien avec notamment le corporel, le fait de pouvoir toucher son corps. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, notre société est parfois fort déconnectée du corps. On peut d'ailleurs voir le nombre de burn-out qui sont liés à ça, en fait, où on a beaucoup d'injonctions dans le mental à faire des choses, à réaliser, à être, et où en fait, on n'est pas suffisamment connecté à notre corps. Et donc, c'est effectivement de revenir au corps, aussi au cœur, à savoir comment est-ce qu'on est connecté par notre cœur aux autres et pas par les injonctions mentales. Comment est-ce qu'on peut apprendre à s'écouter, à intérioriser, à comprendre qui on est, vers quoi on va, en s'autorisant de s'écouter, nos émotions. Et donc, c'est le souhait qu'on a, c'est d'aider les jeunes à pouvoir revenir à qui ils sont à l'intérieur, quels sont les messages qu'ils reçoivent corporellement, comment les écouter et de sentir que tout est OK. Que, on peut ressentir de la colère, comment est-ce qu'on peut accueillir la colère qu'on sent en nous, comment est-ce qu'on peut accepter d'être traversé par des vagues de tristesse, comment est-ce qu'on ressent aussi la joie. Le but est vraiment d'ouvrir des espaces sécurisés dans lesquels les jeunes peuvent s'écouter et qui peuvent partager aussi ce qu'ils vivent avec les autres. Le but, c'est
qu'ils puissent s'enrichir les uns les autres de tout ce qu'ils vivent et donc mieux comprendre qui sont les autres, avoir plus de tolérance. Donc ça, c'est vraiment la base du projet. Tu touches beaucoup de choses qui m'interpellent en t'écoutant. La première, je vais revenir dessus après, c'est le public visé. On parle des jeunes. Mais quand tu dis la relation au corps et que tu parles de la relation au corps, j'ai envie d'aller plus loin. L'exemple, c'est nous. L'exemple, c'est les adultes. Donc, première remarque, je me dis, c'est bien qu'une fois des adultes viennent vers des jeunes avec un message différent, déjà. Donc, félicitations pour ça. La deuxième chose, c'est que je me dis, quand on est dans la détresse scolaire, elle se fait surtout dans le rejet des autres et du fait de vouloir être accepté par un groupe. Et c'est vrai que la relation au corps, elle est souvent pointée, l'amour de soi et de son corps est souvent pointé, c'est ce qui mène parfois des adolescents vers la boulimie, l'anorexie ou du harcèlement scolaire. Donc tout ça est interpellant. Ça réveille plein de choses, ce que tu es en train de me dire, et ça va mener à la question la plus importante. Qu'est-ce que vous avez constaté comme besoin qui vous a conduit à ce projet ? Mais une chose que j'ai constatée chez les jeunes, mais aussi chez les adultes, mais particulièrement chez les jeunes, c'est pendant la période du confinement, les distanciations sociales, ça a eu des impacts énormes sur le bien-être des jeunes. Enfin, certains jeunes étaient vraiment en détresse, c'était presque une torture sociale de devoir être en distanciation, de plus pouvoir avoir de vie sociale. Et je me dis que le contact fait partie du développement sain d'un humain. Et je rajouterais même le contact sain. Être sain dans la manière d'être en contact corporellement avec quelqu'un crée en fait quelqu'un qui peut se développer psychologiquement et relationnellement de manière saine. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve fondamental, c'est de comprendre que le corps, il est omniprésent. On s'adresse d'abord à un humain qui a un cœur, qui a une âme, dont la première chose qu'on voit en général, c'est le corps en fait. Avant même de savoir comment quelqu'un s'appelle, ses idées, ses pensées, ses croyances, ses limites qu'on peut parfois découvrir ou ses peurs qu'on peut parfois découvrir après 20 ans de vie commune, on voit d'abord un corps, quoi. Et c'est même ça parfois qui est problématique, parce que le corps, c'est aussi le sujet du préjugé parfois. Ouais. Et donc, par rapport à ce que je vois chez les jeunes, c'est que même dans l'enseignement en milieu scolaire, on voit que le corps est encore un tabou. C'est presque un interdit parfois, alors que les jeunes se touchent tout le temps, quand on dirait comme des chiens ou des chiots ou des chatons. Ils se touchent tout le temps en fait, mais le corps reste comme quelque chose qu'on ne peut pas aborder. On se sent déconnecté et il y a encore une gêne. D'autres choses que j'ai vues dans les besoins pour les jeunes, cette semaine, j'ai travaillé justement en Evras, dans une école où on travaille avec des élèves de 15-16 ans, et on leur demandait de faire des scénettes en petits groupes où il y a un défaut de consentement. Et il y a 2 groupes de filles sur 5 qui ont présenté une scénette où en fait, entre elles, donc c'est un groupe de filles, où en fait elles se touchent mais sans consentement. Et ils ont dit, et puis après tout le monde questionne un peu, mais ok, vous avez présenté ça, mais qu'est-ce que vous avez voulu transmettre ? Mais en fait, on s'est rendu compte que nous, entre nous, on se touche parfois les cheveux, le corps, ici et là, mais on n'est pas OK nécessairement. En fait, on est entre filles et on sent que déjà là, ça arrive régulièrement que, en fait, l'effet de groupe fait qu'on s'oublie, en fait. Et après coup, on se dit, mais c'est pas OK, je me sens pas. Il y a des jours où j'ai pas envie d'être touché. On va revenir à ta première question de l'intention. C'est différent quand tu vas te dire, on va se toucher pour gagner une confiance, pour montrer à l'autre, je suis là, c'est un soutien. Tu vois, l'intention peut changer complètement l'approche de toucher. C'est des réflexions que tu t'es faites aussi sur les besoins des jeunes ? Évidemment, dès qu'on ouvre une boîte, il y a 1000 questions en fait. Et je suis sûr que les auditeurs et les auditrices ont encore plein de questions derrière, quoi. Tu vas la faire exploser dans ma tête, la boîte à questions. Et donc c'est ça qui est chouette. On ouvre enfin un point essentiel, c'est OK, on accepte le corps, il existe, il est beau. Il est de toute façon, un bébé, la première chose qu'il fait, c'est il est touché, il touche les objets, il ramène tout au corps. Et en fait, on grandit comme ça. Et que peu importe le milieu dans lequel on grandit, on ne peut pas faire l'économie d'aller voir ou mettre ça de côté, quoi. Ça a trop longtemps été mis de côté, je trouve. On s'adresse à un cerveau, mais pas à des jeunes qui sont développés, qui se développent. Et je trouve que c'est un peu étonnant de dire que dans la loi, un jeune est majeur à 16 ans. En Belgique, c'est majorité sexuelle, mais ça veut dire majorité relationnelle et corporelle. Et en fait, il n'y a rien qui est transmis et ça reste encore un tabou. Alors que dans certains pays, c'est 15 ans en France, c'est 14 au Portugal ou en Italie. On voit bien qu'en fait, waouh, on est censé intégrer le corps et lui parler et le conscientiser. D'après moi, en fait, ce qu'on ne souhaite pas, c'est enlever la spontanéité du toucher des jeunes entre eux. C'est quelque chose de tout à fait sain, qu'ils aient envie, besoin d'entrer en relation par du corporel. Et à aucun moment, on ne veut stopper cet élan naturel que les jeunes ont entre eux. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est que si à un moment donné, un jeune sent que ce n'est pas juste pour lui, qu'il puisse s'autoriser déjà à le ressentir et qu'ensuite il puisse oser l'exprimer et qu'il ait des outils pour l'exprimer de façon respectueuse, sans agresser l'autre, dans le fait que lui s'est peut-être senti agressé par le toucher qu'il a eu, mais qu'il puisse le verbaliser d'une façon respectueuse, sans créer justement, de pouvoir juste dialoguer en disant « écoute là, tu me touches et en fait ça ne me convient pas ». Qu'il puisse le verbaliser, qu'il puisse s'écouter, s'autoriser à le dire. C'est tout ce travail-là qu'on veut faire avec les jeunes. Parce que les relations, on est tous des humains avec de l'inné, avec de l'instinctif. Et donc, à aucun moment, on va enlever cette spontanéité qui est une des beautés de l'humain.
Mais par contre, on veut créer pour les jeunes une sécurité corporelle suffisante pour qu'ils se sentent capables d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et on veut qu'ils aient des outils de verbalisation et de lexique, de créer du vocabulaire et une manière d'exprimer les choses de façon à ce qu'ils puissent se sentir légitimes de le dire d'une belle manière pour rester en lien, pour pas que le fait d'avoir été touché d'une manière qui ne leur correspond pas casse quelque chose avec l'autre. Si je t'écoute bien, j'ai le sentiment que tu m'expliques que vous allez amener la magie des mots et de la prise de conscience pour positionner correctement un curseur dans un équilibre de je me respecte et je respecte les autres. Absolument. C'est une bonne façon de résumer. Absolument. On a parlé de qui est le public, mais on est dans un pays compliqué. On est dans un pays trilingue des régions. Une petite parenthèse quand même importante, dans le qui, on va parler de géographie, parce qu'on va aller dans des endroits, peut-être pas à d'autres, parce que peut-être qu'il y a une barrière de la langue, que les nuances des mots ici sont extrêmement importantes. Tu peux nous en parler ? L'offre qu'on propose est effectivement en français. A priori, on est localisé dans la province du Brabant wallon, donc c'est-à-dire au sud-ouest de Bruxelles, mais on est actif, on va dire, en Belgique, en Wallonie. Nos services qu'on propose touchent toute la Wallonie, Bruxelles. Et on est aussi ouvert, évidemment, à être appelé à l'étranger. Si on peut couvrir les frais, évidemment, on a Mais le en cœur francophonie. à voyager. Oui, en francophonie. Et donc voilà, on ne se met pas de limite ou de frontières par rapport à ça, même si notre cœur d'activité est en Belgique, quoi. On peut aussi le dire, on serait capable aussi d'animer en anglais, si nécessaire. Voilà, donc on est tous les deux aptes à pouvoir animer en anglais. Si on revient au sujet avant de parler des services que vous allez proposer, moi ce qui m'intéresse ici encore un petit peu, c'est de développer les spécificités de votre approche. Moi, je peux peut-être commencer d'abord en donnant peut-être un petit exemple de ce que je peux vivre parfois en classe. Cette semaine, j'avais un petit atelier de méthodo avec des élèves de 5e et de RITO, des élèves qui provenaient de classes différentes et qui, pendant la période de décembre, par rapport à leur bulletin, il y avait plusieurs difficultés. Donc voilà, j'avais un petit groupe d'une 15aine d'élèves. Et ce que j'ai fait, je leur ai proposé 4 ateliers de méthodologie dans lesquels je les ai mis face à une tâche et ils devaient en fait réaliser, ils devaient commencer la tâche, mais surtout ce que je leur demandais, c'est de sentir à l'intérieur d'eux qu'est-ce qui se passait. Est-ce que c'était le fait de planifier par exemple un travail, est-ce que ça diminuait la pression ou est-ce que ça augmentait leur stress? Est-ce qu'ils sentaient leur corps s'ouvrir, se fermer? Et c'était très intéressant de voir que les élèves, à la fois ils étaient preneurs et à la fois je les sentais un peu décontenancés parce qu'ils n'avaient pas pris l'habitude de sentir à l'intérieur d'eux qu'est-ce qu'ils sentent. Et je leur expliquais qu'en méthodologie, il n'y a pas une bonne méthodologie, il y a eux et la manière dont ils fonctionnent et qu'est-ce qui est bon pour eux. Et que l'idée de ce que je proposais, c'était 4 ateliers différents pour qu'ils puissent sentir qu'est-ce qui leur correspond moins et qu'ils puissent apprendre de ça. Quand tu es à l'école, tu es dans un autre cadre. Tu vas pas dire à un prof ce que tu vas raconter à tes parents, par exemple. Tout Parce à qu'il y a fait. des sujets qui sont pas appropriés peut-être pour toi en tant qu'ado. Est-ce que le positionnement de l'adulte dans l'école, il fait une différence par rapport à vous ? Toi aussi, t'es maman. Oui. Toi aussi des ados. Donc je me dis, tiens, tu dois certainement remarquer une différence dans l'approche. Est-ce que le positionnement va être important et la question va se porter pour toi, mais aussi pour Olivier, parce qu'en plus, lui, il a la casquette, qu'il veuille ou non, sexologue, ou alors t'en parles pas. C'est les mots qu'on va utiliser avec les jeunes. C'est ça qui pose en fait le cadre de sécurité. Et c'est aussi, Mais ils ont une difficulté pour déclencher la parole. En Tu fait, sens une ça- difficulté, ça- un frein, une pudeur ? oui, notamment, donc moi ce que j'avais fait, c'est souvent, et c'est parfois la beauté je trouve du travail qu'on fait avec Olivier, c'est la manière dont on va créer l'atelier, c'est tout le déroulé de l'atelier, dans lequel, de façon sous-jacente, les ados ne le savent pas, mais nous on construit quelque chose qui les sécurise de plus en plus. D'accord. Et notamment, ce qu'on utilise énormément, c'est d'abord le retour à soi, donc d'abord d'introspecter pour savoir qu'est-ce qu'ils sentent, les questions qui se posent. Mettre les bons mots sur les bons sentiments. Voilà. Et pour ça, on a créé un outil, un carnet notamment, dans lequel on leur propose soit d'écrire, soit de dessiner, d'utiliser l'artistique, etc. pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux et de pouvoir le sortir concrètement avec des mots, avec des dessins dans un carnet. Et ensuite, une fois qu'ils se sont enrichis de leur perception d'eux-mêmes, de pouvoir le partager avec le collectif. Alors ici, moi j'avais un atelier d'1h30 avec tous des élèves qui ne se connaissaient pas. Et c'est vrai que quand on est arrivé à la phase de partage collectif, j'ai vu que le travail que j'avais fait n'avait pas été suffisant pour créer la cohérence du groupe et faire en sorte que les élèves se sentent sécurisés. Et donc notamment, j'ai pu constater que les élèves ont eu des difficultés à échanger entre eux ce qui s'est passé. Et donc je me suis dit, mais pas de souci, tout est toujours accueilli comme c'est. Je leur ai proposé de travailler en autonomie et moi alors je suis passée chez chacun pour prendre les différents renseignements, voir comment ils avaient vécu les choses, qu'est-ce que je pouvais apporter à l'atelier suivant, etc. C'est une preuve de respect pour eux. Ça Oui. veut dire que tu les écoutes Je aussi. les écoute, je vois qu'il y a un malaise et j'accepte le fait qu'il y ait un malaise et qu'ils ne se sentent pas en sécurité de partager avec le groupe. Et donc pour moi, c'est factuel, c'est ainsi.
Et je vois comment est-ce que là-dedans, je peux écouter ce signal-là et remettre de la confiance. Et donc me diriger moi vers chaque élève, prendre soin d'eux en particulier, pour qu'ils sentent le lien et qu'ensuite ils se sentent suffisamment sécurisés pour pouvoir repartager dans le groupe. Et donc c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait, c'est vraiment sécuriser les élèves dans le dialogue qu'on peut avoir avec eux, les choses aussi qu'on va leur partager de notre expérience, qu'ils puissent sentir la profondeur de ce que nous on partage, que ça les incite à eux pouvoir aussi délivrer la profondeur de ce que eux ressentent à l'intérieur et créer aussi des contextes dans lesquels on les questionne, on crée une émulation pour faire naître des sujets, des contextes qui font parler de choses, qui leur permettent de dire qui ils sont, de partager et de s'auto-enrichir les uns les autres des expériences qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent. Par rapport à ton positionnement, puisque que tu le veuilles ou non, quand tu rentres dans la classe, t'es prof. Pour eux, t'es une prof, tu vois. Oui. Donc, dernier point à clarifier, comment tu enlèves cette barrière, puis je vais faire le passage vers Olivier pour la même question, parce que c'est là où l'enjeu se joue aussi. Ok, j'entends en fait que quand tu dis ça, tu prends le prof avec une posture pyramidale, où tu mets le prof supérieur qui va avoir un ascendant, entre guillemets, une sorte de pouvoir ou d'autorité sur les élèves. On va dire que je me rappelle de mon adolescence et que je crois que quand j'écoute des adolescents actuellement, c'est qu'on a tous une figure d'autorité du monde adulte. Et parfois même dans une école, d'une institution et d'un État et d'un gouvernement, d'une autorité presque judiciaire dans une école. Parce qu'il y a une autorité. Et donc que tu le veuilles ou non quand tu es ado, tu as ce sentiment au fond de toi quelque part qui est caché, qui vit, que tu en sois conscient ou pas. Tu as tendance à symboliser la posture de l'intervenant en face comme étant « oui, mais ça c'est l'autorité ». C'est cette question-là qui m'interpelle parce qu'ici on va dans l'intime. Et c'est peut-être aussi la question du sexologue par rapport à l'Evras aussi. On va dans l'intime de l'ado. Et donc, c'est pas du tout la posture de l'autorité. Là, il y a un côté humain qui s'installe, qui est plus proche, un côté de lien. Et c'est magique et c'est fantastique de pouvoir mettre ça dans une école, quoi. Tout à fait. Et je pense que ça, les ados le sentent dans la façon dont on s'exprime. Ça veut dire qu'ils sentent qu'on est des accompagnants et qu'on est des coachs et qu'on se met au même plan qu'eux. Qu'on ne se porte pas supérieur à eux et que c'est peut-être la beauté de la posture qu'on peut prendre où justement, il y a une horizontalité qui fait qu'on se met à leur niveau. Et aussi dans ce qu'on fait avec Olivier, c'est toujours de partir d'eux. Ça veut dire que souvent, ce qu'on commence par faire, c'est les questionner pour faire émerger certaines choses. Et ça, c'est aussi la magie de tous les groupes différents qu'on va pouvoir aborder. Olivier a énormément d'histoires là-dessus, mais on peut interroger un groupe et voir émerger, comme il dit, des filles qui réalisent qu'entre elles, elles se touchent parfois sans consentement et qu'elles se sentent dérangées, mais qu'elles n'osent pas spécialement en parler. Et en même temps, il peut travailler la même journée avec un autre groupe où là, il va voir émerger des scènes extrêmement violentes, voire d'agression, alors que c'est la même question qui est posée. Le fait de partir en les questionnant, en leur proposant des choses créatives qui émergent d'eux-mêmes, ça permet vraiment d'être proche de ce dont ils ont besoin qu'on parle aujourd'hui, de ce qui est vivant à l'intérieur d'eux et de ce qu'on a besoin d'aborder avec eux aujourd'hui. Toi, tu as deux aspects. Tu as le côté humain de ce que tu fais en tant que sexologue, tu as ton aspect au Lovell Center. Je dirais même que tu as une troisième casquette, c'est l'Evras encore. Oui. Et donc, on parlera des services. On peut intervenir dans différents milieux. On parle du scolaire ou en tant que parent, mais c'est vrai que peu importe où on se situe dans la société, que ce soit dans un club de sport ou peu importe, oui, on a une figure d'adulte. Et c'est d'ailleurs, dans nos ateliers, on parle du consentement. On peut le décliner et en parler longuement. Un des biais qui est peu conscientisé, c'est l'âge et l'autorité. Et voilà. Et donc, on sait que c'est délicat, mais on en est conscient. Ce que je voudrais rajouter, c'est que comme dit Sophie, on part d'eux, donc en fait ça change tout. Exactement. On dit pas on sait, on dit ça vous interpelle comment par exemple les défauts de consentement, c'est quoi? Et on part d'où ils sont en fait, de ce qu'ils ont vu, compris ou qu'on commence à conscientiser et on rajoute des nuances, mais surtout aussi on a la chance qu'on ait des externes, qu'on n'est pas professeur pour les juger, on va pas noter. Ils savent bien que notre intention, nos besoins, c'est pas d'avoir 8 sur 10 à la fin du cours, il n'y a pas de point. Très Ensuite, juste. On n'est pas les parents, ça aide énormément. On a beau être le meilleur parent du monde, on fera un super boulot certes, mais notre enfant, il est de toute façon différent dans chacun des milieux dans lesquels il se trouve. Et avoir des adultes, qui connaissent pas toute l'histoire et qui ils peuvent se poser, il n'y a pas d'antériorité quelconque. On a aussi la chance, mais il faut avoir la délicatesse aussi, de conscientiser tout ça et de laisser déposer ce qui peut se poser. Donc moi, je suis aussi de l'esprit, comme vous le savez, au Lovell Center, slow sex, mais c'est-à-dire une approche slow. Slow comme le slow food. Pensez plutôt au slow food, c'est plus facile pour les gens de le comprendre. C'est de conscientiser. Faire moins, c'est plus. On vise la qualité et ralentir. Et c'est souvent qu'on ralentit qu'on se pose et qu'on voit les choses. Si on roule à 200 à l'heure sur l'autoroute, on n'a peut-être pas vu, un hérisson au bord de la route. Par contre, si on roule doucement, on voit plein de choses. Limite, on voit les moustiques et on voit les oiseaux. On entend les oiseaux. Donc c'est ça le slow, c'est dire on va ralentir. Et c'est à ce moment-là que les choses se déposent. Donc on n'est pas en train de forcer, on ne vient pas avec un savoir froid,
D'autant plus que dans nos spécificités, tu demandais quelles sont nos spécificités, on sait que quasiment 80-90% du langage est non-verbal. Ouais. On s'adresse toujours aux connaissances, au cerveau, au savoir. 90% de notre langage est non-verbal. Déjà, juste ralentir et décoder, parce que qu'on le veuille ou non, inconsciemment, on le fait. Et donc, bypasser le corps ou ne pas le considérer, c'est presque absurde, parce que si on veut vraiment qu'un humain se développe de manière équilibrée, saine et épanouissante, qu'il soit heureux dans sa vie, autonome et souverain, eh bien, il faut s'adresser au corps. Il faut développer le rapport au corps et la conscience du corps pour pouvoir s'adresser davantage, parce qu'on va atteindre un plafond de verre, en fait, si on ne parle et si on n'ose pas aller vers le toucher. Aujourd'hui, il y a comme un tabou, on ne peut pas toucher les jeunes. C'est quand même... mais nous, on ne va pas les toucher. On va parler de la manière dont on touche et qu'eux se touchent, et ainsi de suite. Et c'est comment ils sont en relation, c'est de considérer, intégrer le corps. Donc ça, c'est une innovation en soi. On va parler aussi des émotions, des aptitudes relationnelles. Dans le slow, ce que moi je retiens surtout, c'est qu'on va enlever la partie injonction. Parce qu'on est plutôt dans l'observation, l'attente, le lentement, s'écouter. Du coup, ça enlève toutes les injonctions verbales, l'injonction de principe, de contexte s'enlève, non? Il y a une notion de ralentir pour être authentique. Oui. Si on ralentit, on se voit dans le miroir, tel qu'on est. Et limite, beaucoup de croyances ou de préjugés ou d'a priori s'écroulent parce qu'en fait, si on s'arrête sur l'image, ben voilà comment je suis, quoi. Qui je suis à l'intérieur de moi, quoi. Finalement, qui suis-je? Et donc, si on va pas toucher qui suis-je, comment je peux interagir avec l'autre? Parce que c'est la base du consentement aussi. Une des caractéristiques, tu nous demandais spécificité de ce qu'on crée avec Sophie, c'est d'avoir des moments liés au corps, des jeux, de l'amusement, de la conscience, des outils de communication, mais surtout l'introspection. Ouais. Ça, c'est un des 3 piliers de notre spécificité, c'est d'aller vers... Donc, il y a le corps, mais l'introspection. On s'arrête après un exercice, et on a un carnet de notes, et on va écrire dedans des apprentissages. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, comment on peut même penser une relation saine ou le consentement si on ne s'arrête pas pour savoir qui on est, qu'est-ce que j'offre à l'autre, comment je me présente à l'autre, ou qu'est-ce que l'autre me dit de lui, qu'est-ce que l'autre reçoit, ou comment je veux recevoir moi des autres, c'est pas possible. Il faut ralentir, faire une introspection et dire ça vous concerne de vous à vous. Il n'y a pas de posture, comme disait Sophie, de on sait. Non, on est à l'horizontale. Tout adulte sur Terre peut se poser la question. Je ralentis, je prends mon carnet et je me pose la question qui je suis, comment je ressens, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je découvre, qu'est-ce que je veux faire évoluer, qu'est-ce qui me fait du bien. Et ensuite, on est plus apte à être authentique pour aller vers l'autre. Donc, les relations sont d'autant plus belles et nourrissantes. Donc si je résume, nos spécificités, c'est de travailler avec le corps, d'avoir un carnet d'introspection et le lien entre le corps, le cœur, le mental, en fait de créer une cohérence et de faciliter l'expression et la relation à l'autre. C'est quoi les challenges déjà observés dès le départ? Premier enjeu que je vois dans cette innovation, et qui pour moi est incontournable, c'est l'interprétation des adultes par rapport à l'offre qu'on propose. Parce que nous, on sait qu'on peut offrir énorme et qu'on s'amuse et que les jeunes, ils apprennent et que les jeunes, ils vont sortir avec un sourire, une banane, ils vont dire « Ouah, je me sens plus apte dans mes relations, je me sens plus adulte ». On me considère comme un adulte. Parce que aussi, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on les considère comme des adultes compétents, autonomes, souverains, et on ne sait pas où ils sont dans leur vie et leur talent, ça change tout. Hein. On n'a pas une posture top-down, mais donc c'est surtout de se dire « Tiens, entre adultes, il y a ce que je sais ». Mais tiens, si j'étais une petite souris à voir comment ça se passe, qu'est-ce que je souhaiterais pour les jeunes en fait? Parce que mon premier obstacle avant tout, je le vois, c'est l'interprétation des adultes qui vont dire oui, je veux ça dans mon institution ou pas, oui, je veux ça pour mon enfant. Parce qu'en fait, il y a des blocages et des noms et des noms et des noms et des noms régulièrement qui sont presque, ok, je comprends les peurs, mais en fait, au final, la plupart sont infondées en fait. Donc, c'est un peu l'inertie, ce qu'on a toujours fait. On a toujours fait comme si ça sécurise, alors que moi j'ai l'impression que ça m'insécurise plus de dire mais on voit tous les travers, on ouvre les yeux, on ne voit que des violences, des difficultés relationnelles, donc on se dit mais non en fait, on sait d'où vient la plupart des problèmes, il faut agir de manière responsable. Et donc c'est ça, pour moi c'est soyons vrais par rapport à la réalité du monde, soyons innovants et donc l'acceptation qu'on peut apporter du changement dans la relation aux jeunes. L'éducation elle n'est pas figée, peu importe où on se trouve dans la société. Elle est en constante évolution. Sophie, quels sont tes challenges? Clairement, notre challenge, c'est pacifier le lien au corps. Et donc, notamment, la première difficulté qu'on a, c'est dans la vision, la projection que font les adultes qui eux-mêmes n'ont pas pacifié leur lien au corps et qui le voient encore comme un tabou parce qu'en tout cas, ils n'ont pas appris. Et effectivement, ça n'est pas appris nulle part. Donc, on a quand même la religion catholique qui a un rapport parfois très tabou avec le corps et c'est plutôt ces vestiges-là qu'on a hérités. Et donc, notre lien au corps n'est pas pacifié, il faut vraiment avoir fait tout un travail aujourd'hui pour pacifier ce lien-là, pour se rendre compte à quel point c'est quelque chose de pacifiant pour soi-même,
dans sa relation à soi et dans sa relation aux autres. Et donc, c'est ça qu'on essaie d'apporter. Mais donc, on a la difficulté que les adultes n'ont pas pacifié leur lien encore et donc ils ne perçoivent pas l'enjeu à cet endroit-là. Et les enfants et les ados ont eux aussi la peur de ce corps. Quand on propose des ateliers, moi par exemple, j'ai eu la chance d'organiser un atelier de massage avec des ados. Clairement, j'avais convaincu les parents de l'utilité, ils m'avaient fait confiance. Les enfants, on les avait invités à venir, certains n'étaient pas spécialement enchantés d'être là, mais l'atelier a été extraordinaire, à la hauteur du défi pour les ados. Un garçon de 14 ans qui peut masser une jeune fille de 13 ans sans que ce soit sexuel, c'est extraordinaire de se dire qu'on peut toucher l'autre sur le dos avec de l'huile, Sans arrière-pensée. sans rien de arrière-pensée, mal. sans qu'il y ait de connotation sexuelle, simplement parce que se toucher, ça nous fait du bien. Parce que c'est quelque chose de ressourçant pour l'être. Et donc on est dans un vrai défi d'apporter à la société. On n'ira pas jusque-là évidemment dans nos ateliers, c'est pas le propos de faire du massage avec les ados, mais on a conscience, c'est pour dire qu'on a conscience de où en est la société dans le rapport au corps et de où on pourrait aller. Le jour où notre société accepte que des ados se massent sans que ce soit sexuel et qu'on a un rapport au corps qui est extrêmement sain, mais je pense que la société est transformée. Ici, on fait un podcast, on s'adresse aux parents, évidemment. On s'adresse à des professionnels qui travaillent en institution ou avec des jeunes, dans des maisons de jeunes ou que sais-je. Donc, on s'adresse à tous des professionnels. Mais aussi, notre public ici, on s'adresse aux grands-parents qui peuvent diffuser, qui ont peut-être plus de temps d'écouter ou de relayer, de filtrer, dire « Ah tiens, j'ai entendu un chouette podcast » et on l'envoie dans sa famille, que sais-je. Et puis, à toute personne qui peut diffuser et peut-être nous aider à faire émerger nos services, pourquoi pas en Afrique ou partout ailleurs. On est partant, quoi, en fait. On a une vision long terme, on la partagera tout à l'heure. On va présenter donc vos services. Alors, ils sont subdivisés en 3 catégories. On va peut-être parler de la première partie. On va parler d'un stage totem. Alors moi, quand j'entends totem, ça me fait penser à des bandes dessinées, tu vois, ça me fait penser à des choses un peu gaies, joyeuses aussi, et un petit côté spirituel. J'étais intrigué par le nom, donc je vais vous laisser, peut-être on commence par toi, Sophie, tu nous expliques un peu, c'est quoi l'atelier totem ? L'atelier totem, c'est un atelier qui va se dérouler en nature, ça veut dire qu'on invite les jeunes à camper. C'est un stage en résidentiel, donc il y a 5 jours où on est autour d'un feu de bois tous les soirs, on fait la cuisine. Donc il y a une ambiance un peu scout. Et le stage totem, le but en fait, c'est d'aider les adolescents à prendre conscience de qui ils sont. Donc on va leur proposer, pendant tout ce stage, tous ces 5 jours, on leur propose plein d'ateliers, corporels, relationnels, émotionnels, mais aussi des balades, du créatif, et plein de moments évidemment d'introspection. Si vous nous écoutez, vous savez qu'on aime beaucoup ça. Et le but, ça va être de faire émerger chez eux plus de conscience de qui ils sont, leurs talents, les acquis qu'ils ont, leur sensibilité. Et ils vont réaliser au fur et à mesure du stage un totem qui les représente, dans lequel ils vont pouvoir graver, donc sur un morceau de bois, soit en bâton, soit un bloc de bois, ils vont pouvoir graver tous des symboles qui représentent qui ils sont. Et notre idée, c'est qu'ils repartent enrichis de tout ce qu'ils auront appris pendant le stage avec ce symbole puissant de la semaine qu'ils auront passé avec nous. Ils ont déjà eu lieu ces stages totem parce que j'ai vu passer des communications sur les réseaux déjà. On a lancé le concept, les inscriptions et le premier atelier en été 2025. Oui, c'est presque il y a 1 an. Il y a eu quelques inscriptions, mais pas suffisamment que pour maintenir l'atelier. Donc malheureusement, la première édition, on a dû l'annuler. Les parents étaient tristes, les ados aussi, mais bon voilà, on devait avoir une taille de groupe suffisante. On s'est dit voilà, c'est nouveau, il faut le temps qu'on se fasse connaître, qu'il y ait le bouche à oreille qui fonctionne, qu'on soit peut-être relié par des médias. D'où ce podcast, pour faire connaître les valeurs de ce qu'on partage. Et c'est vrai que comme le but, c'est de créer un groupe, on a besoin, en fait, comme c'est dans le corporel, on a besoin qu'il y ait un groupe suffisant pour que les jeunes puissent choisir Mais sinon, c'est pas avec qui réalisable. ils ont envie Ouais. de travailler, pas qu'ils soient forcés de travailler avec telle personne, etc. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un groupe suffisant pour qu'il y ait cette énergie, cette dynamique, cette liberté aussi de pouvoir être, de pouvoir dire, de pouvoir partager. Et donc, pour nous, le nombre était important et on a préféré annuler l'édition, dire qu'on allait travailler à diffuser mieux la proposition qu'on fait pour trouver un public et pouvoir créer cette première expérience avec les jeunes. On va avoir un groupe qui va se créer, j'en suis convaincu. Ce groupe, qu'est-ce qu'il va apporter dans le processus ? Parce qu'on a compris, c'est important d'avoir les échanges, mais la capacité de choisir aussi. Mais qu'est-ce qu'il apporte d'autre, le groupe ? Parce qu'on travaille sur l'individuel au départ, sur l'introspection personnelle. Tout Il y aura à fait. des échanges dans le groupe ? Oui, absolument. Donc en fait, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est on crée des expériences, on crée un laboratoire dans lequel on laisse émerger ce qui vient des jeunes.
Et ensuite, quand les jeunes ont fait émerger à l'intérieur d'eux, par l'expérimentation des ressentis, un vécu, etc., on les invite à coucher sur le papier par de l'artistique ou des mots, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, etc. Et donc là, on essaye, nous, de mettre en place tous des process pour enrichir ça. Et après, il y a toutes des phases de partage. Et pour tout qui a déjà vécu des partages de groupe, il y a un enrichissement collectif qui est extrêmement puissant. Oui, parce qu'on découvre la perception de l'autre. On se dit, mais je ne l'ai pas pensé comme ça, maintenant je comprends Exactement. par ces mots. Et puis, l'hétérogénéité d'un groupe, parfois au niveau des âges, notamment avec Olivier, on aime beaucoup avoir une mixité des âges. Par exemple, on va faire un groupe avec les 15-18, et le vécu d'un ado de 15 ans n'est pas celui d'un ado de 18 ans, la façon de s'exprimer non plus. Ils sont suffisamment proches pour parler la même langue et avoir les références communes de la jeunesse de cette tranche d'âge-là, et donc d'avoir des affinités. Mais ils proviennent parfois de milieux différents, ils n'ont pas du tout la même fratrie, ils n'ont pas du tout les mêmes parents, la même éducation. Et donc cette hétérogénéité-là va enrichir le groupe. Parce que ça va permettre à tout jeune qui va raconter son histoire, raconter ce qu'il perçoit, raconter son vécu, d'enrichir la vision que les autres jeunes peuvent avoir. Et par cette richesse, ça va augmenter aussi la tolérance que les jeunes vont avoir entre eux. Mais ça me fait penser au côté sexologue d'Olivier, parce qu'il y a parfois des gens qui ont, par rapport à leur âge, plus de maturité émotive et d'intelligence émotionnelle que d'autres, alors qu'ils sont plus jeunes. Olivier, un petit mot là-dessus, puis je te laisse compléter ce que Sophie nous dit. Oui, ce que j'avais envie de dire, c'est que le stage totem, c'est un stage qui peut être extrascolaire ou inclus au scolaire, sortie scolaire ou jeune en décrochage scolaire, peut-être pour notre amie Marine Chamba en Suisse qui travaille avec... On lui fait un petit coucou. Okay. Un petit coucou. C'est de créer, comme dit Sophie, une atmosphère, une ambiance collective de camp scout, grosso modo. Et on se situe entre à la fois intégrer du fun et du pédagogique. C'est pas que du fun, on n'est pas juste là pour s'amuser, on passe du bon temps. On n'est pas que là pour faire du pédagogique et d'instruire, c'est quand même un moment où on souffle. Et je pense que voilà, ce qu'on propose, c'est des moments de jeu qu'on a créés, ou des moments de jeu de société tout simplement. C'est-à-dire aussi des moments collectifs qui sont simplement simples et bons. Du plaisir, offrir du temps libre aussi aux jeunes, ça c'est important. Prévoir des feux le soir, c'est magique, quand on scout avec un feu et papoter, de créer des moments de papote, de parole. Et je remarque, par rapport à mon expérience depuis 7 ans dans les écoles, j'ai jamais eu aucun groupe qui a été formé à avoir un dialogue de groupe. Et on commence à dire, vous metteriez quoi comme cadre? Quelles seraient les 3, 4, 5 règles qu'on doit mettre ici? Parce qu'on est assis en cercle. Et comment ça va se passer? Comment tout le monde va se sentir bien? Quelles sont notre intentions? Qu'est-ce qu'on va mettre comme règle? Ils n'ont jamais eu ça. On ne nous a jamais posé la question. On ne sait pas. On n'a pas cet espace où, en fait, on travaille de manière collective, où on se distribue la parole parce qu'on est un petit collectif. Donc ça, c'est important. C'est déjà des trucs tout simples. Ensuite, comme ces jeux pédagogiques, il y a ces moments où il faut pouvoir digérer, respirer. Donc voilà, on n'est pas à remplir un agenda. On est quand même dans un mode chill. C'est-à-dire, on est là pour s'amuser, mais aussi apprendre. Et je crois qu'on n'apprend jamais aussi bien que quand on s'amuse. On est bien d'accord. D'ailleurs, le monde adulte l'a compris. Dans les entreprises, ils font du serious gaming, comme ils appellent ça. Oui. Et pour compléter ce que Sophie disait aussi, parce que voilà, on en parle depuis un an, on cogite depuis un an. On travaille effectivement sur l'identité qui sont dans leur authenticité, sur les soft skills. Pas les hard skills qu'on les apprend à l'école ou quand on cherche un diplôme, une certification, que sais-je. On s'adresse plutôt ici aux soft skills, aux aptitudes relationnelles, également à la créativité, à l'artistique. Une grande place pour le relationnel, la connaissance de soi et vers les autres, et la confiance. Dans cette atmosphère chaudron magique, feu de bois, totem, je crois que ça va aussi aider pour la confiance. On se rend compte qu'un atelier totem, on se lève le matin, il y a des routines, yoga, et puis on va faire le déjeuner ensemble, et puis après il y a un atelier pédagogique, on va apprendre un peu de conscience corporelle, puis l'après-midi un peu de conscience relationnelle, et puis des jeux de société, donc on voit que ça va être rythmé. Ça dure combien de temps? 5 jours. Tantôt tu faisais référence à Marine en Suisse, qui fait de l'accompagnement pour la phobie scolaire. Et ça mène vers le deuxième atelier que vous allez présenter, parce qu'il y a un atelier où vous vous concentrez sur la violence, le consentement, le harcèlement. Ça vient de ton boulot ou c'est plutôt Sophie qui, dans l'école, a constaté des choses? On a vu qu'il y avait un appel à subsides, notamment pour des ateliers pour diminuer la violence et le harcèlement dans les milieux non scolaires. Et donc, on a remis un dossier et on a obtenu les subsides pour animer justement 9 groupes de 4 fois 2 heures à chaque fois, avec un public non scolaire pour des jeunes de 15 à 25 ans. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a pu réfléchir à nos ateliers, comment on les présenterait sous un format de 4 fois 2 heures. Enfin, je dis 2 heures, mais c'est 2 périodes. Ça peut être des ateliers d'1 heure et demie ou 2 heures. Et comment est-ce qu'on aborde la violence, le harcèlement, comment les jeunes le vivent. Et donc, de nouveau,
on va leur poser des questions. C'est quoi pour vous la violence? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez dans votre histoire de la violence, du harcèlement? Et on va démarrer de ce que les jeunes font émerger. Et ensuite, en fonction de ce qu'ils nous disent, on va adapter et on va voir comment on peut les outiller. Qu'est-ce qu'on perçoit aussi qui est le plus utile pour eux? Est-ce que c'est par exemple d'enrichir leur vocabulaire émotionnel pour qu'ils puissent mieux décrire ce qui se passe à l'intérieur d'eux? Est-ce que c'est d'enrichir? On va essayer de voir comment est-ce que nous, adultes, avec l'expérience qu'on a, on peut leur apporter des choses qui vont leur être utiles dans ce qu'on perçoit qu'ils sont en train de vivre et qui va être bon pour eux. Dans les écoles, il y a les centres PMS qui aident déjà beaucoup, Tout à fait. mais parfois, ils n'ont pas assez de temps. Et vos ateliers, votre solution, c'est une réponse. La particularité de l'offre qu'on propose, c'est que justement, il y a un suivi. On ne vient pas une fois, parce que les élèves, on sait très bien qu'ils oublient. Et pour mémoriser, il faut que ça passe par le corps et l'expérience, c'est-à-dire on s'adresse d'une manière ou d'une autre au corps. C'est pour ça que ce qu'on propose, c'est de venir 4 fois. Un des piliers, c'est la conscience corporelle, l'introspection, le carnet de notes, le relationnel, les attitudes relationnelles, mais surtout le fait de revenir, de répéter et d'aller chaque fois un peu plus loin, se remémorer ce qu'on a appris la fois précédente, de comprendre comment chacun, soi-même, on évolue, et donc il y a un carnet de suivi. Je trouve que ce qui est chouette quand on parle des violences, c'est de conscientiser c'est quoi une violence, où sont les violences, mais faire la distinction entre une émotion, par exemple comme la colère, ou une frustration, et ensuite les comportements. Par exemple, la colère, l'agressivité, la violence, c'est 3 choses différentes, mais souvent c'est un amalgame. C'est ce qui est bon ou mauvais et on classe tout dans la même catégorie, alors que la colère, c'est quelque chose en soi, et conscientiser son corps est d'abord en connexion avec ça, avant même ce qu'on va faire avec, comment on va l'interpréter, quels sont nos comportements, puis tout le côté systémique, en collectif ou en système. Et donc c'est vaste et on peut aller crescendo pour mettre de la conscience et donc nourrir des plus belles relations, désamorcer au plus vite. C'est un peu la loi de Pareto. Avec 20% d'efforts, on résout 80% des problèmes. Si déjà on fait ça, on peut déjà se féliciter d'avoir tous collaboré entre le politique, les financements, les institutions et nous des acteurs de terrain au quotidien, quoi. Donc on pourrait dire chouette, on y va. Et si les parents sont partenaires, on a besoin d'eux aussi, hein. Qu'est-ce que les jeunes découvrent souvent et qui les surprend eux-mêmes, Sophie? Eh bien, le lien au corps, en fait, le fait qu'on n'a pas appris à s'écouter. C'est une surprise vraiment pour eux. Alors déjà, au départ, c'est très inconfortable. Ouais, Déjà, quand j'imagine. dans une classe, on dit aux élèves « ça vous dirait, on va faire une petite minute de méditation ?» Ça leur paraît très très long la première fois parce que c'est très inconfortable tant ils n'ont pas l'habitude d'être en contact avec eux-mêmes, à juste s'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Donc au départ, on sait qu'on les met dans des postures inconfortables, mais on prend le pari de se dire que c'est nécessaire parce qu'on sait quel confort ça va leur apporter par la suite. Et alors ce que je voulais dire aussi, c'est dans l'atmosphère de sécurité qu'on tente d'instaurer avec Olivier, et je pense qu'on y arrive, la beauté de ce que nous on vit, c'est de voir combien les jeunes, le fait qu'on puisse revenir plusieurs fois, ça leur permet entre chaque fois de penser à ce qui a été dit et de soulever des questions, des interrogations qui vont de plus en plus profond. Ça veut dire que on va avoir des témoignages qui vont être de plus en plus proches des interrogations qu'ils ont fondamentales, où ils remettent en question des choses qui sont extrêmement importantes dans leur vécu. Et donc ça, c'est vraiment la beauté de ce qu'on essaie de construire, c'est cette relation de confiance dans laquelle ils vont se sentir, 1, respectés, 2, sécurisés, et qu'il y a un cadre bienveillant dans lequel il n'y a pas de jugement, dans lequel tout ce qu'ils vivent est accepté tel que c'est, et on en parle. Et on n'est pas moralisateur, on va essayer de comprendre, d'abord de bien les écouter, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, et on peut parfois aussi faire appel à la dynamique du groupe, de dire comment est-ce que vous le vivez, qu'est-ce que vous auriez fait, et on n'est pas nous adultes à déverser notre connaissance et notre savoir, mais on va aussi stimuler le groupe et le réseau de dire aux jeunes, mais comment vous auriez réagi, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous pourriez proposer comme solution. Donc voilà, c'est tout ce qu'on essaie de mettre en place dans ces groupes avec de la récurrence. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, Olivier? Le fait de se revoir plusieurs fois, il y a une progressivité, une ambiance quant au thème, c'est particulier, c'est une bulle. On passe plusieurs jours ensemble, on vit ensemble, c'est en mode camping nature. On crée une tribu. Oui, une c'est tribu ça, de c'est le côté jeunes. tribu. C'est Voilà. vraiment, c'est pour des jeunes aussi qui peuvent se sentir isolés, qui ont du mal à établir des Et ça, c'est relations. important aussi. Ouais. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, malgré les réseaux qui promeuvent des liens un peu superficiels. Et donc ici, nous, ce qu'on a envie de créer, en fait, c'est une tribu de jeunes qui sont fortement liés les uns avec les autres, de par le fait qu'on aura partagé des choses importantes et profondes. Et peut-être même, dans l'idée qu'on avait avec Olivier, c'est même d'avoir une tribu qui se revoit, qui a du plaisir, en fait, à se retrouver peut-être une fois par an. Il y a aussi le fait d'être entre jeunes, c'est d'apprendre des uns des autres. Il y a quelque chose aussi où on se pose, on écoute, on comprend la réalité des autres, les nuances, les sensibilités.
Donc on apprend beaucoup des uns des autres et entre eux, quoi. Si on les laisse dialoguer, il y a beaucoup de sagesse ou de réflexion ou de réalité du quotidien toute simple. Et de se dire que voilà, les violences, parfois, c'est des trucs tout simples qui partent en vrille parce qu'on ne sait pas comment parler à son papa ou du papa à l'enfant parce qu'il est nerveux, il rentre du travail. Je sais pas, il y a plein de petits trucs du quotidien tout simples qu'on peut désamorcer pour amener plus de clarté d'esprit, de conscience corporelle, de simplicité, des outils pour communiquer. Comment le jeune peut naviguer? Parce que les jeunes, je t'assure, depuis 7 ans que je travaille avec eux, qu'on pose la question, de se dire, en fait, ça vous intéresse? Enfin, comment vous pourriez mieux communiquer avec vos parents parce que vous voulez plus d'autonomie, de liberté, qu'on vous fasse confiance? Comment on va vers ça? T'as un challenge, un truc tout simple du quotidien. Hein. Est-ce que je peux sortir ce soir? Vous y faites comment? Parce que souvent, si c'est juste oui ou non, quand c'est oui, tant mieux, mais si c'est non, je fais quoi? Le parent, il veut que l'enfant soit autonome, mais l'enfant, il veut de l'autonomie. Mais souvent, ça bug, il y a des frictions, il y a des conflits, il y a des incompréhensions, et il y a plein d'outils, des possibilités d'amener de l'apaisement et une visibilité plus lumineuse pour pas se sentir coincé, frustré, parce qu'alors, évidemment, on va directement, quelqu'un de frustré qui n'a pas de solution, à un moment ou à un autre, soit il s'éteint, et la violence se retourne contre lui, de lui à lui, il s'éteint, ou bien la violence va sortir vers l'autre, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui n'a pas de solution. Il va devoir sortir cette énergie qui le bloque, en fait. C'est extrêmement important ce que tu es en train de dire, parce que quand on est face à du harcèlement scolaire et de la violence scolaire, il y a un travail qui se fait en groupe à l'école, souvent en accompagnement, mais il faut aussi que le relais se fasse à la maison, c'est-à-dire que le jeune puisse interpeller ses parents sur leur façon d'avoir une idée préjugée, une idée arrêtée, où il pense avoir la solution et la bonne réponse, et peut-être pas assez à l'écoute de l'enfant. Et là, en fait, tu redonnes les codes à l'enfant de réinterroger l'adulte, sa perception, lui dire laissez-moi peut-être plus place de parole, laissez-moi peut-être plus la place pour m'exprimer et renouer le lien familial avec ses parents. S'il y a une coupure, une incompréhension, on va dire, par la posture des parents ou la posture de l'enfant de son côté aussi, ce que vous allez amener va refaire du lien là aussi. Et donc, c'est cette chaîne de lien entre les parents, l'enfant, l'école et le centre d'accompagnement et vous qui va faire cette magie reconstruire. Je comprends bien les choses? Oui, surtout que pour on travaille avec les ados, à la fois, voilà, ils veulent se détacher des parents, ils veulent leur vie autonome, libre, ils veulent développer des aptitudes pour être adultes en soi, mais aussi ils sont très à l'écoute des aptitudes pour comment communiquer avec leurs parents, comment s'émanciper, comment être bien avec eux, comment créer. Ils sont très ouverts, même si leur regard est vers l'extérieur. Ils se doutent bien que parfois à la maison, comment je communique, c'est difficile. Nous, le but, c'est de développer cette aptitude-là aussi, c'est-à-dire d'embellir toute forme de relation qui concerne le quotidien de l'enfant. Et d'office, évidemment, les parents sont centraux dans cette situation. Donc si on peut améliorer ça, et c'est le but, eh bien on est heureux. Alors on va passer au 3e atelier, puisqu'on a un 3e atelier. C'est l'atelier clé en main. Alors, tu m'avais dit pour une structure. L'idée de l'atelier clé en main, c'est le fait que on a énormément d'outils avec Olivier et qu'on peut s'adapter à beaucoup de situations. C'est vrai qu'ici, on a répondu à une offre sur le harcèlement et les violences, mais on est également outillé si on est face à des élèves qui ont une perte de motivation, par exemple, et qui sont en décrochage. On peut tout à fait intervenir. Les ateliers qu'on a créés et la façon dont on les développe est bénéfique pour un très grand nombre de cas. Et donc, on se donne l'opportunité, en plus Olivier et moi sommes très créatifs et très innovants, et donc on se donne l'opportunité de répondre à des besoins spécifiques de différentes structures. Ça peut être des AMO, ça peut être des clubs sportifs, ça peut être des scouts, ça peut être tout type d'encadrement à la jeunesse qui rencontrerait une difficulté avec son public de jeunes, qui peuvent nous contacter, nous exposer la difficulté auxquelles ils font face, et on peut créer un atelier sur mesure pour ce groupe de jeunes, pour cet âge-là, en lien avec les pratiques que nous on fait, faire une proposition en tout cas. C'est justement d'être à l'écoute en disant, voilà, si ce qu'on a dit vous parle, vous sentez qu'il y a des liens, des synergies, des collaborations possibles, on est ravis de co-créer, d'animer, de vous aider à faire des ateliers sur mesure par rapport à vos réalités de terrain. Donc c'est très vaste, c'est juste porte ouverte en disant contactez-nous, on va s'entraider. On a fait le tour des 3 ateliers aujourd'hui, donc merci à tous les deux. On va tout doucement arriver à la clôture de ce podcast et je vais vous demander quand même quelle est votre vision globale et l'impact, votre désir en fait, quelque part. Alors la vision globale qu'on a, c'est qu'à terme, Olivier et moi, on aimerait, cette année en tout cas, et l'année qui vient de s'écouler, on construit vraiment tous nos outils, on l'expérimente sur le terrain, on affine aussi, parce que clairement on apprend tous les jours. C'est notre richesse à nous, c'est notre bonheur, c'est de continuer évidemment d'apprendre tous les jours au contact des jeunes. On affine nos outils, mais c'est vrai qu'à terme, ce qu'on aimerait en fait, c'est pouvoir enseigner tout ce que on est en train de créer, former en fait des collaborateurs avec qui on pourrait avoir plus d'impact, dans le sens où on pourrait accueillir plus de groupes et avoir une portée plus grande. Donc ça, c'est notre souhait. Je me posais la question, Sophie, si on revient vers le jeune et qu'il repart de ces ateliers avec une seule chose, ce serait quoi? Meilleure connaissance de soi, et on espère une pacification
pacification intérieure, d'avoir une meilleure connaissance de qui il est et d'avoir un plus grand respect pour qui il est. Et c'est une mise en conscience. cascade après sur l'école, la relation de couple, les parents, enfin on l'a compris dans ce que vous avez dit. Moi, ça serait l'amour de soi, que le jeune s'aime encore plus, surtout dans cette période de transformation où tout bouge, où le contexte d'un ado, c'est pas évident. Donc déjà, je trouve s'aimer, c'est déjà fabuleux. Et ensuite, trouver du plaisir et de la joie à aimer communiquer. Parce qu'on le veuille ou non, même se taire, c'est communiquer. Et donc, c'est comment trouver de la joie et du plaisir à communiquer. Comme ça, on crée des relations plus belles. Et pour prendre du plaisir, faut développer des aptitudes. Je pense qu'un violoniste, il prend du plaisir parce qu'il l'a pratiqué et puis qu'ensuite, il peut en faire des prouesses. Et il peut partager. Il peut inspirer les autres. Donc, je pense que c'est ça. Et moi, j'ajouterais peut-être aussi, je souhaiterais qu'il reparte avec la conscience de son unicité, qu'il puisse se rendre compte de la diversité des talents, entre guillemets, multiples que tout le monde a autour de lui, de tous les jeunes qu'il aurait rencontrés, mais du coup, qu'il se rende compte aussi du cadeau que lui, il est pour la société et pour les jeunes. Tu m'as volé le mot de la bouche. J'allais y venir. La gratitude. J'ai le sentiment quand je vous écoute que c'est aussi apprendre à la gratitude envers soi, sa vie, envers son environnement, ses proches, son groupe, ses parents. Parce qu'il y a des belles choses en fait dans tout, même quand on pense que tout est mauvais, tout est pire. Tout à fait. Alors Olivier, c'est quoi le lien avec le Lovell Center finalement ? Oui, On pourrait se poser la question, non ? oui. Le lien, c'est pour Il moi... paraît évident. Hein. Oui, il est évident. C'est à la fois, on est un centre créateur et innovateur. On aime innover parce qu'en fait, voilà, si on s'adapte au monde, on innove. Ah, vous êtes super innovant, la preuve, il y a un podcast. Ensuite, de travailler tant sur l'individuel que le collectif. Et dans ce projet-ci avec les jeunes, on travaille sur ça, sur l'individuel, le collectif et le futur de la société. On travaille sur le bien-être et l'intégration du corps. Certes, voilà, c'est pas directement lié à la sexualité, mais de toute façon, dès qu'on parle de sexualité, on parle d'attirance, de désir d'aller vers l'autre pour différentes raisons. Et attirance, attraction ou rejet, distance. Mais on est toujours dans cette même dynamique. Et on sait qu'une fois qu'on ouvre une porte, on peut parler de plein de sujets. C'est l'ADN du Lovell Center, ça. Ouais, on est aussi dans une ADN de pionnier, d'oser proposer des choses, de ne pas accepter ce qui existe comme la solution finale et que tout va bien et qu'il faut perpétuer ce qui existe. C'est dire, on est acteur. Moi, j'aime bien que ma vie soit passionnante parce que ça inspire la vie des jeunes. Et les jeunes, ils adorent travailler avec des adultes passionnés, inspirants, qui bougent, qui créent, proposent autre chose. Et donc, ça fait une émulation aussi des vies beaucoup plus complètes, épanouissantes. Le soin du lien, ça c'est ta force. C'est le soin du lien aux autres. Et ça, j'admire. Et j'admire chez vous deux d'ailleurs. C'est peut-être ce qui vous rejoint le plus. Alors, on va parler maintenant d'un autre mot-clé qui est le mot-clé don. C'est bien, vous avez des subsides, mais je rappelle que c'est quand même un appel au don, le message. Donc, c'est clair que les dons, c'est hyper nécessaire. Ce serait encore mieux si vous pouviez aller plus loin et plus fort. On parle des projets futurs, rapidement. On cherche encore aujourd'hui des groupes à animer, donc des groupes de jeunes non scolaires de 15 à 25 ans, avec qui on pourrait proposer justement ces 4 fois 2 heures de sessions autour des violences et du harcèlement. Donc s'il y a parmi les auditeurs des gens en lien avec des structures qui pourraient faire appel à nous, qui nous contactent, on serait ravis de collaborer avec eux. Et la deuxième chose, c'est qu'Olivier et moi, on aimerait énormément créer une permanence en fait pour les jeunes. On aimerait nous mettre à disponibilité pour que les jeunes puissent venir nous poser leurs questions, etc. Et que tous ces jeunes qu'on aurait eu l'occasion de rencontrer, notamment dans toutes les activités qu'on propose, puissent revenir vers nous à un moment de leur vie où ils en ont besoin, où ils ont des questions, qu'on soit facilement accessible. Mais donc, évidemment, on souhaite que ce soit gratuit pour ces jeunes, pour qu'il n'y ait pas la barrière de l'argent, d'où le besoin de dons. Et je dirais bénévole aussi, pour le téléphone ou... On ne compte pas mettre une permanence téléphonique, on souhaite vraiment faire une permanence physique. On va plutôt Plus chercher riche. un local. Voilà. Et donc ça, on s'est dit qu'on allait voir un peu avec peut-être des maisons de jeunes ou quoi, si on pouvait avoir un local et ce genre de choses à notre disposition pendant 1 heure, 1 fois par mois, à différents lieux. Comme ça, les jeunes savent quand et où nous trouver. Mais donc, pour nous rétribuer pour ces heures-là, qu'Olivier et moi, on souhaiterait vraiment mettre en place pour ces jeunes, on aimerait recevoir du soutien. Et donc, on invite toutes les personnes qui nous écoutent à transférer le message à toutes les personnes qui peuvent être susceptibles de rentrer en résonance avec notre projet et nous soutenir financièrement. C'est vrai que tous les dons font la différence. 3 €, ça peut paraître pas grand-chose, mais 3 € plus 3 € plus 3 €, ça peut financer 1 heure de notre temps. On enregistre le podcast en janvier 2026. On a mis en place un nouveau système de donation qui s'appelle les Lucioles du Lovell Center. Donc voilà, c'est un nom un peu poétique pour les contributeurs donateurs, où on propose des mensualités de 3, 6, 9, 12, 20 ou 40 € par mois, selon les moyens de chacun, et de se dire qu'on a besoin, en tant que pionnier innovateur, d'avoir du soutien et de l'aide
Et je sais aussi que beaucoup de gens ont la possibilité de financer 3, 4, 5 assos. Si c'est 3 € par mois, on peut parfois se le permettre. Je connais des gens qui adorent, oui, j'ai une passion pour l'écologie, les animaux et la jeunesse et je donne 5 € chaque mois à 3 assos différents. Je suis un peu dans cet état d'esprit de se dire que dans l'écosystème sociétal, on peut créer une communauté, même qui ne se connaît pas, mais en tout cas de lucioles, qui nous permettent de proposer nos activités, entre autres avec les jeunes, et de simplement œuvrer à la création d'une plus belle société, quoi. On est plein de gratitude, évidemment, si vous avez l'envie de soutenir notre projet. Nous, en tout cas, on a plein d'énergie à offrir à ces jeunes, on a plein d'idées. On voit qu'il y a beaucoup de travail qui nous attend. On est très enthousiaste, en tout cas, de faire ce qu'on fait. Ça nous anime, ça nous rend vivants. Un grand merci, en tout cas, déjà d'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci si ça résonne de partager, effectivement. Vous savez, il y a un message voicemail possible qu'on peut laisser au Love Center en dessous de ce podcast avec un lien. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneureux, et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.